Le sac noir n'avait pas encore touché le fond de la poubelle que le hennissement de Tonnerre glaça le sang d'Henri Beaumont. Dans les yeux du cheval de sa défunte épouse, il reconnut une douleur identique à la sienne, un miroir de son âme brisée qu'il ne pouvait plus ignorer. La lumière matinale de juin caressait doucement les terres du domaine Beaumont, illuminant les 15 hectares de cette propriété légendaire située aux abords de Saint-Germain-en-Laye. Henri Beaumont, 52 ans, héritier d'une fortune immobilière et d'un empire équestre jadis florissant, se tenait sur la terrasse de sa demeure, une tasse de café noir à la main. Son regard, froid comme l'acier, balayait ce qui restait de son haras autrefois réputé dans toute la France. 3 ans étaient écoulés depuis l'accident. 3 longues années durant lesquelles les écuries étaient vidées, les employés avaient été congédiés et les champions équestres vendus. Tout, sauf Tonnerre, l'étalon noir qui avait été le préféré d'Élise. « Monsieur, votre frère au téléphone », annonça Mathilde, la gouvernante qui, malgré l'atmosphère glaciale qui régnait désormais sur le domaine, était restée fidèle à son poste. « Il date lui que je suis occupé », répondit Henri sans détourner son regard de l'horizon. « Il insiste, monsieur. Il dit que c'est à propos de l'offre pour le domaine. » Henri serra les dents. François, son frère cadet, n'avait jamais caché son désir de transformer le domaine Beaumont en un complexe touristique de luxe, une idée que Élise avait toujours combattue avec véhémence. « Je le rappellerai », trancha-t-il, mettant fin à la conversation. Le vent se leva, apportant avec lui le hennissement lointain de Tonnerre. Ce son, autrefois source de joie, n'était plus qu'une douleur lancinante dans la poitrine d'Henri. Chaque jour, l'étalon noir lui rappelait Élise, son rire cristallin, ses yeux pétillants, et surtout, la façon dont la vie avait quitté son corps ce soir d'orage, 3 ans plus tôt. Henri déposa sa tasse et se dirigea vers sa chambre d'un pas lourd. Dans l'armoire, derrière ses costumes impeccablement rangés, se trouvait une porte qu'il n'avait pas ouverte depuis l'enterrement. Il hésita un instant, sa main tremblant légèrement, avant de finalement tourner la poignée. L'odeur d'Élise le frappa immédiatement, un mélange de lavande et de cuir. La pièce, une petite penderie aménagée, contenait les affaires d'équitation de sa défunte épouse. Des bottes, des culottes d'équitation, des vestes de compétition et, surtout, la selle en cuir italien qu'il lui avait offerte pour leur 10e anniversaire de mariage. « Ça suffit », murmura-t-il pour lui-même. Dans un accès soudain de colère mêlée de chagrin, Henri attrapa un grand sac poubelle noir et commença à y jeter frénétiquement les affaires d'Élise. Chaque objet qui tombait au fond du sac semblait emporter avec lui un fragment de souvenir qu'il voulait désespérément oublier. Lorsque la penderie fut vidée, il ferma le sac d'un geste brusque et quitta la chambre sans se retourner. Traversant le jardin en direction des conteneurs à ordures situés près de l'ancienne entrée du haras, Henri sentait le poids du sac dans ses mains comme un fardeau dont il allait enfin se libérer. C'est qu'était une matinée particulièrement calme, et le domaine semblait figé dans une étrange quiétude, comme si même les oiseaux respectaient son deuil silencieux. Au moment où il s'apprêtait à jeter le sac dans la benne, un bruit de sabots sur le gravier attira son attention. Tonnerre, qui habituellement restait dans son pré, s'était approché de la clôture et observait Henri de ses grands yeux noirs. « Retourne dans ton pré », ordonna Henri d'une voix qui se voulait ferme, mais qui trahissait son émotion. Elle, étalon, secoua sa crinière et hennit doucement. Quelque chose dans ce hennissement, dans la façon dont l'animal le regardait, figea Henri sur place. Le sac noir toujours dans ses mains, il se retrouva incapable de faire le geste final. Tonnerre hennit à nouveau, plus fort cette fois, et dans ce son, Henri crut presque entendre la voix d'Élise. Un frisson parcourut son échine. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-il à l'animal, se sentant ridicule de parler à un cheval comme s'il pouvait comprendre. À sa grande surprise, Tonnerre s'approcha davantage de la clôture et tendit son museau vers le sac noir. Elle,
Étalon renifla l'air, puis émit un son presque plaintif qui ressemblait étrangement à un sanglot humain. C'est alors qu'Henri remarqua quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Une petite tache blanche sur le front de Tonnerre, partiellement cachée sous sa crinière. Cette marque, en forme d'étoile irrégulière, avait toujours été le signe distinctif préféré d'Élise. « C'est son étoile porte-bonheur », disait-elle souvent. « Comment ai-je pu l'oublier ?» murmura Henri, sentant une émotion qu'il avait refoulée pendant 3 ans remonter à la surface. Le téléphone dans sa poche vibra. Était encore François. Henri ignora l'appel et, dans un geste qu'il ne s'expliquait pas lui-même, ouvrit la porte du pré. Tonnerre s'approcha lentement, presque avec précaution, comme s'il craignait qu'Henri ne change d'avis. « Tu te souviens d'elle, n'est-ce pas ?» demanda doucement Henri, tendant une main hésitante vers le museau de l'animal. Tonnerre baissa légèrement la tête, permettant à Henri de toucher sa crinière. Ce simple contact déclencha en lui une vague de souvenirs. Élise montant fièrement Tonnerre lors des compétitions, les soirées passées à brosser l'animal ensemble, les projets qu'ils avaient pour l'avenir du haras. « Monsieur », la voix de Mathilde le tira de sa rêverie. Elle se tenait à quelques mètres, une expression inquiète sur le visage. « Est-ce que tout va bien ?» Henri réalisa alors qu'il pleurait, des larmes silencieuses coulant le long de ses joues creusées par le chagrin. Le sac noir gisait à ses pieds, à moitié ouvert, révélant un bout de la veste d'équitation préférée d'Élise. « Je ne sais pas », admit-il, et cette simple confession semblait être la chose la plus honnête qu'il ait dite depuis longtemps. Tonnerre poussa doucement du museau contre l'épaule d'Henri, comme pour le réconforter. Dans ce geste, dans la chaleur de cet animal qu'Élise avait tant aimé, Henri sentit quelque chose se briser en lui, non pas de douleur, mais comme si un barrage cédait enfin, libérant des émotions trop longtemps contenues. « Et peut-être, » dit-il enfin à Mathilde, ramassant lentement le sac, « peut-être que nous devrions garder ces affaires un peu plus longtemps. » La gouvernante hocha la tête, un léger sourire adoucissant son visage habituellement impassible. « Je crois que madame aurait aimé cela, » dit-elle simplement. Henri regarda une dernière fois Tonnerre avant de repartir vers la maison, le sac noir serré contre lui. Pour la première fois depuis 3 ans, il sentait qu'il pourrait peut-être, un jour, apprendre à vivre avec le fantôme d'Élise plutôt que de tenter vainement de l'effacer. La nuit suivante fut étrange pour Henri. Pour la première fois depuis des années, il dormit d'un sommeil profond, sans les cauchemars récurrents où il revivait l'accident d'Élise. À son réveil, une sensation inhabituelle l'envahit, comme si un poids avait été partiellement soulevé de sa poitrine. Le sac noir qu'il avait failli jeter était posé près de son lit. Henri l'ouvrit lentement et en sortit le casque d'équitation d'Élise. Il passa ses doigts sur le velours noir, s'attardant sur les initiales dorées EB gravées sur le côté. « Élise Beaumont », murmura-t-il, le nom de son épouse résonnant dans la chambre silencieuse comme une prière oubliée. Le téléphone sonna, interrompant ce moment d'intimité. Était docteur Laurent Mercier, le vétérinaire qui s'occupait de Tonnerre depuis des années, même après qu'Henri eut congédié tout le personnel du haras. « Bonjour Henri », dit Laurent, sa voix trahissant une certaine nervosité. « Je suis passé voir Tonnerre ce matin, comme convenu. Et alors ?» demanda Henri, sentant une tension soudaine. « Il refuse de manger. Ce n'est pas normal pour lui. Je pense que tu devrais venir. » Henri raccrocha sans répondre. Il s'habilla rapidement, glissant le casque d'Élise dans sa poche sans vraiment savoir pourquoi. Dehors, le ciel était couvert, annonçant un orage imminent, exactement comme ce jour-là. Le chemin jusqu'à l'écurie lui parut étrangement long. Il n'y avait pas mis les pieds depuis l'enterrement d'Élise, laissant à Mathilde et Laurent le soin de s'occuper de Tonnerre. L'odeur familière du foin, du cuir et des chevaux le frappa dès qu'il franchit la porte, déclenchant une nouvelle vague de souvenirs. Laurent se tenait devant le box de Tonnerre, son front plissé d'inquiétude.
Il est comme ça depuis hier soir, expliqua-t-il en voyant Henri. Il a à peine touché à son eau. Tonnerre était couché sur la paille, sa respiration laborieuse. Lorsqu'Henri s'approcha, l'Étalon leva la tête, ses grands yeux semblant s'illuminer légèrement. Il pourrait avoir une colique, suggéra Laurent. Mais j'ai vérifié ces constantes, et tout semble normal physiologiquement. Alors quoi ? Demanda Henri, surpris par l'inquiétude qu'il ressentait pour l'animal. Laurent hésita avant de répondre. Henri, parfois, les chevaux peuvent ressentir le chagrin tout comme nous. Tonnerre a perdu Élise, et ensuite, il t'a perdu toi aussi, en quelque sorte. Les paroles du vétérinaire frappèrent Henri comme une gifle. Il n'avait jamais considéré que Tonnerre pouvait souffrir de son absence. « Laisse-nous », dit-il finalement à Laurent, qui hocha la tête et sortit discrètement de l'écurie. Seul avec Tonnerre, Henri se sentit soudain gauche, ne sachant comment interagir avec cet animal qu'il avait délibérément évité pendant si longtemps. Il s'accroupit près de la tête de l'Étalon. « Et mon grand », murmura-t-il maladroitement. « Tu te souviens de moi ?» Tonnerre émit un léger hennissement, comme pour répondre affirmativement. Henri sortit alors le casque d'Élise de sa poche et le tint devant le museau du cheval. Tonnerre renifla l'objet, puis poussa doucement la main d'Henri avec sa tête. « Elle me manque aussi », avoua Henri, surpris par ses propres paroles. Était la première fois qu'il verbalisait ce sentiment. À cet instant, les nuages au dehors laissèrent échapper leur premier grondement de tonnerre. L'Étalon tressaillit, se rappelant peut-être lui aussi de l'orage qui avait emporté sa maîtresse. « Ce n'est rien », assura Henri, posant instinctivement sa main sur l'encolure de l'animal. « Ce n'est qu'un orage. » Un éclair illumina brièvement l'écurie à travers les fenêtres poussiéreuses, suivi presque immédiatement d'un coup de tonnerre assourdissant. Cette fois, Tonnerre se leva brusquement, poussant Henri qui tomba en arrière sur la paille. « Doucement !» s'exclama-t-il, mais l'Étalon était déjà debout, agité. L'orage s'intensifiait, rappelant terriblement celui de cette nuit fatidique. Henri sentit la panique monter en lui, pas pour lui-même, mais pour Tonnerre qui semblait revivre un traumatisme. Sans réfléchir, Henri fit ce que Élise aurait fait. Il se releva, posa fermement ses mains de chaque côté de la tête de Tonnerre et le regarda droit dans les yeux. « Ça va, mon grand. Je suis là maintenant. Je suis là. » Les mots semblaient sortir d'une partie oubliée de lui-même, une partie qu'il avait enterrée avec Élise. Étonnamment, Tonnerre se calma, ses yeux fixés sur Henri, comme s'il reconnaissait enfin en lui un fragment de sa maîtresse disparue. Dehors, la pluie commençait à tomber, martelant le toit de l'écurie. Henri resta là, maintenant son contact avec Tonnerre, jusqu'à ce que l'animal soit complètement apaisé. Puis, dans un geste qui lui sembla à la fois étranger et familier, il commença à brosser le pelage noir de l'Étalon, retrouvant les gestes qu'il avait si souvent partagés avec Élise. « Monsieur ?» La voix de Mathilde le tira de sa transe. Elle se tenait à l'entrée de l'écurie, un parapluie dégoulinant à la main. « Votre frère est arrivé, il dit que c'est urgent. » Henri soupira. François avait toujours eu le don de s'imposer aux moments les plus inopportuns. « Dites-lui que j'arrive dans un moment, » répondit-il, terminant de brosser l'encolure de Tonnerre. Mathilde hésita avant d'ajouter « Il n'est pas seul, monsieur. » « Il est venu avec Madame Legrand, de l'agence immobilière. » La main d'Henri se figea en plein mouvement. Son frère allait trop loin cette fois, amenant une agent immobilière sans son consentement. « Je vois, » dit-il, sa voix retrouvant la froideur qui la caractérisait depuis 3 ans. « Dans ce cas, je vous rejoins immédiatement. » Il donna une dernière caresse à Tonnerre, promettant silencieusement de revenir, puis suivit Mathilde sous la pluie battante jusqu'à la maison principale. Dans le grand salon, François Beaumont se tenait devant la cheminée éteinte, un verre de cognac à la main malgré l'heure matinale. À ses côtés, une femme élégante d'une 40aine d'années consultait des documents. « Ah, Henri,
s'exclama François avec une jovialité forcée. Je te présente Juliette Legrand. Elle est spécialisée dans les propriétés de prestige comme la nôtre. Ma propriété, corrigea froidement Henri, que je ne me souviens pas avoir mise en vente. François eut un rire nerveux. Voyons, grand frère, soyons raisonnables. Ce domaine te dévore vivant. Tu vis comme un fantôme parmi d'autres fantômes. Il est temps de tourner la page. Les mots de son frère résonnèrent douloureusement, mais pour la première fois, Henri sentit une résistance nouvelle en lui, comme si son bref moment avec Tonnerre avait ravivé quelque chose qu'il croyait perdu à jamais. « Je dois te parler en privé », dit Henri à son frère, sa voix basse mais ferme. « Madame Legrand, veuillez nous excuser un moment. » Sans attendre de réponse, Henri sortit du salon et se dirigea vers le bureau qui avait appartenu à son père. François le suivit à contre-cœur, refermant la lourde porte en chêne derrière eux. « Tu dépasses les bornes, François », attaqua immédiatement Henri. « Amener une agent immobilière chez moi sans mon consentement. » François posa son verre sur le bureau massif et soupira théâtralement. « Oh, c'est pour ton bien, Henri. Regarde-toi. Tu gaspilles ta vie à te morfondre dans cette maison trop grande. Le domaine perd de sa valeur chaque jour. » « Ce n'est pas qu'une question d'argent, » répliqua Henri, la colère montant en lui comme une vague. « Ce domaine était le rêve d'Élise. Élise est morte, Henri. » La voix de François claqua comme un fouet. « Elle est morte depuis 3 ans, et toi, tu es toujours là à t'accrocher aux fantômes. » Le silence qui suivit était chargé d'électricité. Henri fixait son frère, les poings serrés. Puis, contre toute attente, il se mit à rire. Un rire sans joie, mais libérateur. « C'est là que tu te trompes, » dit-il finalement. « Je n'ai pas su m'accrocher aux fantômes. »« Au contraire, j'ai tout fait pour les fuir. » François fronça les sourcils, déstabilisé par ce changement de ton. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Henri s'approcha de la fenêtre, observant la pluie qui continuait de tomber sur le domaine. « Ce matin, j'ai failli jeter les derniers souvenirs de Élise, mais Tonnerre. Le cheval a réagi d'une façon... « Oh non !» interrompit François en levant les mains. « Ne me dis pas que tu recommences avec ces histoires de chevaux, c'est exactement pour ça que je m'inquiète. Henri, tu parles d'un cheval comme s'il avait des sentiments humains. » Henri se tourna vers son frère, soudain calme et résolu. « Tu n'as jamais compris ce qu'il y ait Élise à ces animaux, n'est-ce pas ? Tu n'as jamais compris ce qui nous liait, elle et moi, à cet endroit. » François ouvrit la bouche pour protester, mais Henri leva une main pour le faire taire. « J'ai peut-être été perdu ces 3 dernières années, mais je sais une chose avec certitude. Je ne vendrai pas ce domaine. Pas maintenant, peut-être jamais. »« Tu ne peux pas être sérieux, » murmura François, incrédule. « Les dettes s'accumulent, Henri, les impôts, l'entretien. Sans les revenus du haras, combien de temps tiendras-tu encore ?» Cette question toucha un point sensible. Henri savait que son frère n'avait pas complètement tort sur l'aspect financier. Le domaine Beaumont avait toujours été coûteux à maintenir, et sans l'activité florissante du haras, les finances SS étaient considérablement détériorées. « Je trouverai une solution », affirma-t-il néanmoins. « Maintenant, je te prierai de raccompagner Madame Legrand à sa voiture. Dis-lui que je m'excuse pour le dérangement, mais que le domaine Beaumont n'est pas à vendre. » François secoua la tête, visiblement frustré. « Tu fais une erreur monumentale, Henri. Mais soit, c'est ta vie que tu gâches. » Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « Oh, et une dernière chose. J'ai invité quelques personnes ce week-end. » « Tu as quoi ?» étrangla Henri. « Des investisseurs potentiels pour mon projet de complexe hôtelier, » précisa François avec un sourire suffisant. « Je leur ai dit que nous pourrions leur faire visiter le domaine. Après tout, je suis aussi un Beaumont. » Avant qu'Henri puisse protester davantage, François avait quitté la pièce, le laissant seul avec sa colère et son indignation. Dehors, l'orage s'était calmé, mais une pluie fine continuait de tomber.
Henri resta un long moment à contempler son domaine par la fenêtre du bureau, perdu dans ses pensées. L'idée que son frère puisse inviter des étrangers chez lui, dans ce sanctuaire qu'il avait préservé de toute intrusion depuis la mort d'Élise, le mettait hors de lui. Pourtant, quelque chose avait changé. La confrontation avec François, au lieu de le plonger dans son habituelle spirale de mélancolie, avait ravivé en lui une flamme qu'il croyait éteinte, un instinct de protection, non seulement pour le domaine, mais pour ce qu'il représentait, pour la mémoire de Élise. Un léger coup à la porte interrompit ses réflexions. C'était Mathilde. « Monsieur, votre frère et Madame Legrand sont partis, » annonça-t-elle. « Et le docteur. Mercier souhaite vous parler au sujet de Tonnerre. » Henri la suivit jusqu'à la cuisine, où Laurent Mercier l'attendait, une tasse de café à la main. Le vétérinaire se leva à son entrée. « Comment va-t-il » demanda immédiatement Henri. « Beaucoup mieux, » répondit Laurent avec un sourire surpris. « En fait, c'est assez remarquable. Il a recommencé à manger dès que je suis retourné le voir après votre visite. Quoi que vous ayez fait, cela a eu un effet positif. » Henri hocha la tête, étrangement ému par cette nouvelle. « Je n'ai rien fait de spécial. Je lui ai juste parlé. » Laurent échangea un regard entendu avec Mathilde. « Parfois, c'est tout ce dont ils ont besoin. Élise savait cela mieux que quiconque. » La mention d'« Élise », au lieu de provoquer son habituel retrait, déclencha chez Henri une curiosité nouvelle. « Laurent, que s'est-il passé exactement cette nuit-là? Tout le monde a évité d'en parler en ma présence pendant si longtemps ?» Le vétérinaire posa sa tasse, visiblement mal à l'aise. « Henri, es-tu sûr de vouloir ?» « Oui, » affirma Henri. « Je crois qu'il est temps que j'affronte la vérité, quelle qu'elle soit. » Laurent soupira profondément. Élise était sortie avec Tonnerre, comme souvent quand elle avait besoin de réfléchir. L'orage s'est levé très vite. D'après les traces retrouvées, elle a dû essayer de rentrer par le chemin des falaises, qui était plus court, mais le terrain était instable, à cause des pluies, compléta Henri. La gorge nouée. Oui, quand nous les avons retrouvés au petit matin, Tonnerre était blessé, mais vivant. Il était resté près d'elle toute la nuit, Henri. Il n'avait pas bougé, même blessé. Henri ferma les yeux, assailli par l'image mentale de Tonnerre, veillant fidèlement sur le corps d'Élise, au pied de la falaise. Une vague de gratitude inattendue l'envahit pour cet animal qu'il avait si injustement rejeté. « Je crois, » dit lentement Laurent, « qu'il l'a protégé jusqu'au bout et qu'ensuite, il t'a attendu, toi. Pendant 3 ans, il t'a attendu. » Ces paroles touchèrent Henri en plein cœur. Il se leva brusquement. « Je dois le voir. Maintenant ?» étonna Mathilde. « Mais le dîner sera bientôt prêt et... » « Le dîner attendra, » décida Henri en se dirigeant déjà vers la porte. Dehors, la pluie avait cessé, laissant place à cette lumière dorée qui suit parfois les orages de été. Henri traversa le jardin à grandes enjambées, se sentant étrangement vivant pour la première fois depuis des années. L'écurie était silencieuse lorsqu'il y entra. Tonnerre, maintenant debout dans son box, tourna immédiatement la tête vers lui. Henri s'approcha lentement et, après une légère hésitation, tendit la main pour caresser l'encolure de l'animal. « J'ai été injuste envers toi, » murmura-t-il. « Tu étais là pour elle quand je ne pouvais pas l'être. Et au lieu de te remercier, je t'ai abandonné. » Tonnerre poussa doucement la main d'Henri avec son museau, comme pour lui signifier que tout était pardonné. Ce geste, si simple, provoqua chez Henri une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps, l'espoir. À cet instant précis, il prit une décision. Il ne savait pas encore comment il allait s'y prendre, mais une chose était sûre, le domaine Beaumont ne serait pas vendu, et le haras qui avait fait sa renommée allait renaître de ses cendres. Le lendemain matin, Henri se réveilla avec une énergie qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Avant même de prendre son café, il descendit dans le bureau de son père et ouvrit le grand coffre-fort dissimulé derrière le portrait familial. À l'intérieur se trouvaient tous les documents relatifs au domaine Beaumont,
actes de propriété, comptes bancaires et surtout les archives du haras. Pendant 3 heures, il examina méticuleusement l'état financier du domaine. La situation était plus précaire qu'il ne l'avait imaginé. François n'avait pas complètement tort. Sans revenus réguliers, le domaine deviendrait bientôt intenable. « Monsieur souhaite-t-il un café ?» demanda Mathilde, apparaissant discrètement à la porte du bureau. Henri leva les yeux des documents étalés devant lui. « Oui, merci Mathilde. Et pourriez-vous appeler Laurent ? J'aimerais qu'il passe dès que possible. » Mathilde acquiesça, mais ne bougea pas immédiatement. Elle semblait vouloir dire quelque chose. « Qu'y a-t-il » l'encouragea Henri. « C'est juste que... » Elle hésita, puis se lança. « C'est bon de vous revoir ainsi, monsieur. Occupé, déterminé, Madame Élise aurait été heureuse. » Cette remarque, au lieu de rouvrir la plaie toujours vive de son deuil, réchauffa étrangement le cœur d'Henri. « Merci, Mathilde. Je crois qu'il est temps que je reprenne ma vie en main. » Après le départ de la gouvernante, Henri continua son inventaire. Un dossier attira particulièrement son attention, celui concernant les anciens pensionnaires du haras et leurs propriétaires. Avant la tragédie, le haras Beaumont était réputé pour accueillir les chevaux de compétition les plus prestigieux de France, ainsi que pour son programme des élevages de pur sang arabe. Peut-être, murmura-t-il pour lui-même, une idée germant dans son esprit. Laurent arriva en fin de matinée, surpris de trouver Henri plongé dans une montagne de paperasse. « Tu voulais me voir ?» demanda-t-il, notant le changement dans l'attitude de son vieil ami. « Laurent, » commença Henri sans préambule, « si je voulais relancer le haras, quels seraient les obstacles principaux ?» Le vétérinaire le regarda avec étonnement, puis s'assit lentement en face de lui. « Tu es sérieux ?»« Parfaitement sérieux. » Laurent réfléchit un moment. « Eh bien, d'abord, les infrastructures ont besoin d'être remises en état. Certaines écuries ont souffert du manque d'entretien. Ensuite, il faudrait reconstituer une équipe, palefreniers, moniteurs, soigneurs. Et bien sûr, acquérir de nouveaux chevaux, à moins que... « À moins que quoi ?» pressa Henri. « À moins que tu ne contactes certains de nos anciens clients, » suggéra Laurent. Beaucoup étaient très attachés à ce lieu. Certains pourraient être intéressés à revenir, surtout si tu proposes quelque chose de spécial. Henri hocha la tête, pensif. C'est exactement ce que j'avais en tête, mais je ne veux pas simplement recréer ce qui existait avant. Je veux quelque chose de différent, quelque chose qui aurait du sens pour Élise. Laurent sourit, visiblement ému par ce changement. As-tu une idée précise ? Henri se leva et se dirigea vers la fenêtre. De là, il pouvait voir les vastes prés qui entouraient le domaine, autrefois remplis de chevaux magnifiques. Élise parlait souvent d'ouvrir le haras à des programmes thérapeutiques, dit-il doucement. Elle équithérapie pour les enfants en difficulté, les personnes handicapées, les soldats souffrant de stress post-traumatique. Elle croyait fermement au pouvoir guérisseur des chevaux. Je m'en souviens, acquiesça Laurent. Elle avait même commencé à se former dans ce domaine. Henri se tourna vers son ami, une nouvelle détermination dans le regard. C'est ce que je veux faire, Laurent. Transformer le haras Beaumont en un centre d'équithérapie tout en maintenant une activité traditionnelle de élevage et de pension. Ce serait une façon de poursuivre son œuvre. Laurent se leva à son tour, visiblement enthousiasmé par cette idée. C'est un projet magnifique, Henri, et je pense qu'il est tout à fait réalisable. Il marqua une pause. Mais ton frère ? J'ai cru comprendre qu'il avait d'autres projets pour le domaine. Le visage d'Henri s'assombrit légèrement. François devra accepter ma décision. Ce domaine m'appartient et je décide de son avenir. À ce moment précis, le téléphone du bureau sonna. Henri décrocha, écoutant attentivement son interlocuteur. « Je vois, » dit-il finalement. « Non, ce n'est pas un problème. Je m'en occuperai personnellement. » Il raccrocha et se tourna vers Laurent. « Était la mairie.
Apparemment, François a déjà déposé une demande préliminaire de permis de construire pour son projet de complexe hôtelier. Laurent siffla entre ses dents. Il ne perd pas de temps. Il a toujours été ainsi, répondit Henri avec un mélange d'agacement et de résignation. Impulsif, déterminé à obtenir ce qu'il veut. Notre père disait qu'il tenait ça de notre grand-mère. Que vas-tu faire? Henri reprit sa place derrière le bureau. D'abord, m'assurer que cette demande n'aboutit pas. Ensuite, commencer à planifier sérieusement la renaissance du haras. Il prit un carnet et commença à noter des idées. Je pense que Tonnerre pourrait jouer un rôle central dans ce projet. Laurent haussa les sourcils. Tonnerre? Il n'a plus été monté depuis la mort de Élise. Je sais, dit doucement Henri. Mais hier, quelque chose s'est passé entre nous. Je crois qu'il est temps que lui et moi reprenions le chemin ensemble. Après le départ de Laurent, Henri décida de retourner à l'écurie. Tonnerre l'accueillit avec un hennissement joyeux, comme s'il sentait que quelque chose avait changé. « Bonjour, mon grand », dit Henri en caressant l'encolure puissante de l'étalon noir. « Que dirais-tu d'une petite promenade ?» Sortant de l'écurie, il trouva la vieille selle d'Élise accrochée dans la sellerie. Il la toucha avec révérence, se remémorant comment sa femme prenait soin de cet équipement, l'entretenant méticuleusement après chaque sortie. Un flashback le transporta soudain 5 ans en arrière. Élise, rayonnante dans sa tenue d'équitation, lui montrant fièrement Tonnerre, alors un jeune étalon de 3 ans. « Il sera exceptionnel, Henri », disait-elle, ses yeux brillants d'excitation. « Il a quelque chose de spécial, je le sens. »« Tu dis ça de tous tes chevaux ?» avait-il répondu en riant. « Non !» avait-elle insisté sérieusement. « Celui-ci est différent. Il comprend les âmes blessées. Regarde comment il se comporte avec le petit Lucas. » Henri se souvenait maintenant, Lucas, le fils de leur jardinier, un enfant autiste qui ne parlait presque jamais. Mais avec Tonnerre, il était ouvert d'une manière que personne n'aurait cru possible. Revenant au présent, Henri prit une décision. Il n'utiliserait pas la selle de Élise aujourd'hui. Ce serait trop vite. À la place, il se contenta d'un licol et d'une longe. Avec précaution, il conduisit Tonnerre hors de l'écurie. Elle et Talon semblaient nerveux au début, peu habitués à sortir après des années de semi-confinement. Mais progressivement, sous les paroles rassurantes d'Henri, il se détendit. Ils marchèrent ensemble le long des sentiers qui bordèrent la propriété, Henri tenant simplement la longe, laissant Tonnerre s'arrêter parfois pour brouter ou observer les alentours. C'était une façon simple de renouer contact, de reconstruire une confiance mutuelle. En passant près de l'ancienne carrière d'entraînement, Henri remarqua l'état de délabrement des installations. Les barrières tombées, les obstacles renversés, les miroirs brisés. « Il y a beaucoup à faire », murmura-t-il à Tonnerre, qui secouait sa crinière comme s'il acquiesçait. Leur promenade les conduisit finalement au petit cimetière familial, situé sur une colline douce à l'est du domaine. La tombe d'Élise était là, une simple pierre de marbre blanc sur laquelle était gravée « Élise Beaumont, 1975-2020, cavalière de cœur et des âmes ». Henri n'y était pas venu depuis l'enterrement. Il s'arrêta à quelques pas, submergé par l'émotion. Tonnerre, cependant, s'avança jusqu'à la pierre tombale et la toucha doucement de son museau. « Tu viens souvent ici, n'est-ce pas ?» demanda Henri, comprenant soudain pourquoi Laurent retrouvait parfois Tonnerre errant dans cette partie du domaine. L'animal hennit doucement, comme pour confirmer. Henri s'approcha à son tour et posa une main sur la pierre froide. « Je suis désolé de ne pas être venu plus tôt, Élise, » murmura-t-il. « Mais je crois que je suis prêt maintenant. » Prêt à continuer, prêt à honorer ce que tu aimais. Tandis qu'il se tenait là, l'homme et le cheval unis dans leur souvenir de Élise, Henri sentit une résolution profonde s'ancrer en lui. Le week-end approchait et avec lui les invités de François. Il devait être prêt à défendre sa vision pour l'avenir du domaine Beaumont. Les 2 jours qui suivirent passèrent dans un tourbillon d'activités. Henri, galvanisé par sa nouvelle résolution,
passait ses journées entre le bureau et les écuries, élaborant son plan de renaissance pour le haras Beaumont. Le vendredi après-midi, alors qu'il examinait l'état des box avec Laurent, une voiture inconnue remonta l'allée principale du domaine. Henri fronça les sourcils. Les invités de François N n'étaient pas attendus avant le lendemain. « On dirait que nous avons de la visite », remarqua Laurent, essuyant ses mains sur un chiffon. La voiture, une élégante Peugeot grise, s'arrêta devant la maison principale. Une femme en descendit, observant les alentours avec un intérêt évident. Elle était grande, avec des cheveux châtains attachés en chignon, et portait un tailleur bleu marine qui suggérait une profession libérale. « Je ne la connais pas », murmura Henri, intrigué. « Encore une surprise de mon frère, sans doute. » Ils s'approchèrent de la visiteuse qui sourit en les voyant arriver. « Monsieur Beaumont ?» demanda-t-elle, tendant une main assurée vers Henri. « Je suis Camille Dufresne, de l'association française d'Équithérapie. » Henri serra sa main, surpris. « Enchanté, Madame Dufresne. Mais je dois vous avouer que je ne comprends pas votre visite. » « Je n'ai contacté aucune association encore. » Camille parut étonnée. « Oh, j'ai reçu un appel de votre part hier. Du moins, c'est ce que j'ai cru comprendre. Pour discuter d'un projet de centre d'équithérapie au domaine Beaumont. » Laurent et Henri échangèrent un regard confus, puis Henri comprit soudain. « Mathilde, dit-il doucement. »« Pardon ?» demanda Camille. « Ma gouvernante, » expliqua Henri. Elle a dû prendre l'initiative après m'avoir entendu en parler. Je vous prie de m'excuser pour cette confusion. Ce n'est pas grave, assura Camille avec un sourire. Si vous préférez que je revienne un autre jour. Non, décida rapidement Henri. Puisque vous êtes là, j'aimerais beaucoup entendre votre expertise. C'est effectivement un projet que j'envisage sérieusement. Camille sembla ravie. Dans ce cas, je serais enchanté de vous présenter les possibilités qu'offre l'équithérapie. Votre domaine semble parfaitement adapté, d'après ce que je peux voir. Henri invita Camille à faire le tour des installations, Laurent les accompagnant. Malgré l'état de délabrement de certaines structures, l'experte semblait impressionnée par le potentiel du lieu. Des grands espaces ouverts sont idéaux, commentait-elle en contemplant les prés qui s'étendaient derrière les écuries. Et cette grange pourrait facilement être convertie en salle pour les séances théoriques et les réunions avec les familles. Plus ils avançaient dans la visite, plus Henri se sentait conforté dans son projet. Camille parlait avec passion de son travail, décrivant les transformations qu'elle avait pu observer chez des patients de tous âges grâce à la thérapie assistée par les chevaux. Les résultats sont parfois spectaculaires, expliquait-elle. J'ai vu des enfants autistes prononcer leurs premiers mots après des séances de équithérapie, des soldats traumatisés retrouver une certaine paix intérieure, des personnes handicapées gagner en mobilité et en confiance. Lorsqu'ils arrivèrent au box de Tonnerre, l'étalon s'approcha immédiatement des barreaux, semblant curieux de la nouvelle venue. « Quel magnifique animal !» s'extasia Camille. « C'est était le cheval préféré de ma femme, » expliqua Henri. « Moi, je pense qu'il pourrait avoir un don particulier pour ce type de travail. » Camille observa attentivement Tonnerre. « Il a ce regard calme, intelligent, attentif. C'est souvent le signe d'un bon cheval thérapeutique. » Elle se tourna vers Henri. « Votre femme travaillait dans l'équitation. » Un silence gêné s'installa. Laurent éclaircit la gorge, mais Henri lui fit signe que tout allait bien. « Et ma femme, Élise, était passionnée d'équitation et de dressage, » expliqua-t-il. Elle avait commencé à s'intéresser à l'équithérapie peu avant son décès, il y a 3 ans. « Je suis désolé, » dit sincèrement Camille. « Je ne voulais pas. » « Ne vous inquiétez pas, » la rassura Henri. En fait, ce projet serait une façon de poursuivre ce qu'elle avait commencé. Elle croyait fermement au pouvoir guérisseur des chevaux. C'est une belle manière d'honorer sa mémoire,
approuva doucement Camille. La visite se poursuivit jusqu'à la carrière principale, où Élise avait l'habitude d'entraîner ses chevaux de compétition. Malgré son état d'abandon, on pouvait encore deviner la qualité des installations. Avec quelques travaux, cet endroit pourrait redevenir exceptionnel, commenta Camille. Vous auriez besoin d'une équipe solide, bien sûr, au minimum. 1 ou 2 instructeurs spécialisés en équithérapie, des palefreniers, peut-être un ergothérapeute et un vétérinaire, ajouta Laurent avec un sourire. Exactement, acquiesça Camille, sans oublier les aspects administratifs et financiers. Les subventions existent, mais elles ne couvrent qu'une partie des coûts. Henri écoutait attentivement, prenant mentalement note de toutes ces informations. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait à nouveau entrepreneur, bâtisseur, ce qu'il avait été avant que le chagrin ne le transforme en reclus amer. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Mathilde, qui cherchait Henri. « Monsieur, votre frère au téléphone. Il confirme son arrivée demain matin avec ses invités. » Le ton de Mathilde révélait clairement ce qu'elle pensait de cette visite forcée. « Merci, Mathilde, » répondit Henri. « Et merci aussi d'avoir contacté Madame Dufresne. Était une excellente initiative. » La gouvernante rougit légèrement, surprise par le compliment. « Je me suis permis de prendre cette liberté car j'ai vu un changement en vous, monsieur. Un changement qui me rappelle l'époque où Madame était encore parmi nous. » Henri hocha la tête, touché par ces paroles. « Vous avez bien fait, Mathilde. Pourriez-vous préparer du thé pour notre invité ? Nous vous rejoignons à la maison ?» Après le départ de la gouvernante, Henri se tourna vers Camille. « Je m'excuse pour cette interruption. Mon frère et moi avons des désaccords concernant l'avenir du domaine. »« Je comprends, » dit Camille. « Les questions familiales peuvent être compliquées, surtout quand il s'agit d'un patrimoine comme celui-ci. » Ils se dirigèrent vers la maison, discutant des prochaines étapes possibles. À la surprise d'Henri, Camille lui proposa de l'aider à élaborer un plan d'affaires détaillé pour le centre des équithérapies. « J'ai accompagné plusieurs projets similaires, » expliqua-t-elle. « Je pourrais vous guider dans les démarches administratives, les demandes de subventions, la formation du personnel. Ce serait inestimable, » admit Henri. « Mais je ne voudrais pas abuser de votre temps. » Camille sourit. « Considérez cela comme un service rendu à notre profession. Plus il y aura de centres de qualité, plus nous pourrons aider de personnes. » En entrant dans le salon, Henri remarqua que Mathilde avait préparé non seulement du thé, mais aussi une sélection de petits gâteaux que Élise affectionnait particulièrement. Ce détail, loin de le replonger dans la mélancolie, lui procura un sentiment chaleureux, comme si sa femme approuvait silencieusement la direction qu'il prenait. Pendant qu'il prenait le thé, Camille sortit de sa serviette un dossier qu'elle tendit à Henri. « Voici quelques documents qui pourraient vous être utiles. Études de cas, statistiques sur les bénéfices de l'équithérapie, modèle de structure juridique adapté à ce type d'établissement. » Henri feuilleta le dossier, impressionné par son exhaustivité. « Vous semblez toujours aussi bien préparé. Dans mon métier, il faut souvent convaincre des sceptiques, » expliqua Camille avec un léger sourire. « Des administrateurs d'hôpitaux, des médecins traditionnels, des financiers, tous ne comprennent pas immédiatement la valeur de ce que nous faisons. Mon frère sera certainement l'un de ces sceptiques, » soupira Henri. « Il arrive demain avec des investisseurs intéressés par la transformation du domaine en complexe hôtelier de luxe. »« Je vois, » dit Camille, pensive. « Dans ce cas, peut-être devriez-vous être prêt à présenter une alternative convaincante. » Laurent, qui était resté silencieux pendant un moment, se redressa soudain. « Et si nous leur faisions une démonstration ?»« Une démonstration ?» répéta Henri, intrigué. « Oui, » s'anima Laurent. « Montrons-leur ce que pourrait être ce centre de équithérapie. Camille, seriez-vous disponible demain également ?» La spécialiste réfléchit un instant. « Je pourrais réorganiser mon emploi du temps. Qu'avez-vous en tête exactement ?»
Je connais une famille dans le village voisin, expliqua Laurent. Leur fille, Léa, souffre d'une légère paralysie cérébrale. Elle a déjà participé à des séances de équithérapie à Paris, avec d'excellents résultats. Si ses parents sont d'accord, nous pourrions organiser une courte séance démonstrative. Avec Tonnerre, demanda Henri, soudain inquiet. Tonnerre serait parfait, affirma Camille. D'après ce que j'ai pu observer, il a le tempérament idéal, calme mais attentif, patient mais réactif. Henri pensa à elle, Étalon qui, pendant des années, avait été le compagnon fidèle de Élise. L'idée que Tonnerre puisse maintenant aider d'autres personnes, continuer à sa manière, et l'œuvre qu'Élise avait commencée, lui semblait étrangement réconfortante. D'accord, décida-t-il finalement. Organisons cette démonstration. François et ses investisseurs veulent voir le potentiel du domaine Beaumont. Montrons-leur exactement ce qu'il peut devenir. Le samedi matin se leva avec une lumière cristalline sur le domaine Beaumont. Henri s'était réveillé avant l'aube, incapable de trouver le sommeil face à l'enjeu de la journée. Il se tenait maintenant devant le box de Tonnerre, brossant méticuleusement le pelage noir de Elle Étalon. « Aujourd'hui, mon grand, tout pourrait changer », murmurait-il en passant les trilles sur l'encolure puissante. « Donc pour toi, pour moi, pour ce domaine ?» Tonnerre semblait particulièrement calme ce matin-là, comme s'il comprenait l'importance de ce qui allait se jouer. Henri avait sorti la selle d'Élise de la sellerie, l'avait nettoyée avec soin et l'avait placée sur un support près du box, non pour la monter lui-même, mais comme un symbole, un talisman de ce qu'ils essayaient de préserver. Laurent arriva peu après 8 heures, accompagné d'une petite famille, un couple d'une trentaine d'années, et leur fille, Léa, une enfant de 7 ans, aux grands yeux curieux et aux jambes soutenues par des attelles légères. « Bonjour Henri, lança Laurent. Je te présente Pierre et Marie Leroy et leur fille Léa. Ils ont gentiment accepté de nous aider aujourd'hui. » Henri s'approcha, essuyant ses mains sur son jean avant de serrer celle des parents. « Oh, je vous remercie infiniment d'être venu. J'espère que nous ne perturbons pas trop votre week-end. »« Pas du tout, » assura Marie avec un sourire chaleureux. Léa était tellement excitée à l'idée de rencontrer un nouveau cheval qu'elle s'est levée à 6 heures ce matin. La petite fille, timide, se cachait partiellement derrière sa mère, mais ses yeux étaient rivés sur Tonnerre qui les observait depuis son box. Henri s'accroupit pour se mettre à son niveau. « Bonjour Léa, je m'appelle Henri et le grand cheval noir là-bas, c'est Tonnerre. Tu veux faire sa connaissance ?» Léa hocha la tête, ses yeux s'illuminant. Avec une précaution infinie, Henri la guida jusqu'au box, la soulevant légèrement pour qu'elle puisse voir par-dessus la porte. « Tu peux tendre ta main, doucement, » expliqua-t-il. « Laisse-le venir à toi. » Avec une confiance qui surprit Henri, Léa tendit sa petite main. Tonnerre s'approcha lentement, renifla ses doigts, puis poussa doucement son museau contre sa paume. Un rire cristallin échappa des lèvres de l'enfant, un son si pur qu'il semblait impossible à Henri que cette écurie ait pu être un lieu de tristesse pendant si longtemps. « Il m'aime bien !» s'exclama Léa, rayonnante. « Bien sûr qu'il t'aime !» confirma Henri, sentant une émotion inattendue lui serrer la gorge. Les chevaux savent reconnaître les personnes spéciales. Le bruit d'une voiture remontant l'allée interrompit ce moment. Henri se redressa, soudain tendu. « Ils arrivent plus tôt que prévu, » murmura-t-il à Laurent. « Camille devrait être là d'une minute à l'autre, » le rassura ce dernier. « Tout est prêt dans la carrière. » Henri acquiesça. La veille, avec l'aide de Mathilde et de 2 jardiniers qui l'avaient rappelé pour l'occasion, ils avaient nettoyé la carrière principale, réparé les barrières cassées et installé quelques obstacles simples adaptés à une séance d'équithérapie. « Monsieur Pierre, » dit Henri en se tournant vers le père de Léa, « pourriez-vous rester ici avec votre famille et Laurent ? Je dois accueillir mon frère et ses invités. »« Bien sûr, » répondit Pierre. « Prenez votre temps. »
Henri se dirigea vers la maison principale d'un pas décidé. Dans la cour pavée, 3 voitures de luxe étaient déjà stationnées. François, élégant dans un costume bleu marine, discutait avec animation avec 4 personnes, 2 hommes en costume et 2 femmes en tenue chic de week-end à la campagne. « Ah, Henri !» s'exclama François en voyant approcher son frère. « Te voilà enfin !» Nous commencions à croire que tu avais oublié notre visite. Henri serra la main de son frère, s'efforçant de rester cordial malgré la tension qui couvait entre eux. « Comment pourrais-je oublier, François? Tu as tellement insisté. Laisse-moi te présenter nos invités, » poursuivit François, ignorant délibérément le sarcasme. « Voici Jean-Philippe Moreau et Alain Dupré, de Luxe Resort International. Et Mesdames Diane Lefebvre et Marguerite Berthier, respectivement architectes d'intérieur et paysagistes. » Henri salua poliment chaque invité, notant mentalement leurs regards évaluateurs qui scannaient déjà le domaine comme s'il leur appartenait. « Bienvenue au domaine Beaumont, » dit-il avec une froideur à peine voilée. « J'espère que mon frère vous a précisé que cette visite est purement informative. » Jean-Philippe Moreau, un homme d'une 50aine d'années au regard perçant, eut un sourire en coin. « Monsieur Beaumont, votre frère nous a effectivement parlé de vos réticences. Mais nous sommes convaincus que notre projet pourrait vous intéresser une fois que vous en aurez saisi tous les avantages. Nous pourrions transformer cet endroit en un joyau touristique, renchérit Alain Dupré. Tout en préservant son caractère historique, bien entendu. Henri allait répondre lorsqu'une nouvelle voiture entra dans la cour, celle de Camille. La spécialiste en équithérapie en descendit, vêtue d'une tenue d'équitation professionnelle. « Pardonnez mon retard », dit-elle en rejoignant le groupe. Le trafic était plus dense que prévu. François fronça les sourcils, visiblement contrarié par cette arrivée imprévue. « Henri, qui est cette personne ?»« Camille Dufresne », répondit Henri avec un sourire. « Spécialiste en équithérapie et ma consultante pour le projet de reconversion du Haras Beaumont. » « Projet de reconversion ?» répéta François, son visage se crispant. « Quel projet ?» Henri prit une profonde inspiration. Le moment de vérité était arrivé. « Avant de discuter de vos propositions, j'aimerais vous montrer ce que je prévois pour ce domaine. Si vous voulez bien me suivre. » Sans attendre leur réponse, Henri conduisit le groupe vers les écuries, Camille à ses côtés. En chemin, il lui expliqua rapidement la situation. « Votre frère n'a pas l'air ravi, » observa-t-elle discrètement. « François n'aime pas les surprises, surtout quand elles contrarient ses plans, » répondit Henri. « Mais je ne reculerai pas. » Pas cette fois. Lorsqu'ils arrivèrent aux écuries, Léa était déjà en train de caresser Tonnerre, que Laurent avait sorti dans la petite cour adjacente. La scène était touchante. La petite fille aux mouvements hésitants face au majestueux étalon noir qui se tenait parfaitement immobile, comme conscient de la fragilité de l'enfant. Henri remarqua l'expression perplexe des investisseurs et le regard furieux de son frère. Mais il remarqua aussi autre chose. Un léger radoucissement dans les yeux de Diane Lefebvre lorsqu'elle vit Léa rire aux éclats quand Tonnerre lui souffla gentiment dans le cou. « Messieurs, mesdames, » annonça Henri avec une assurance nouvelle, « permettez-moi de vous présenter ma vision pour l'avenir du domaine Beaumont. » Pendant l'heure qui suivit, Henri et Camille organisèrent une démonstration de équithérapie qui laissa les investisseurs et François sans voix. Ils avaient installé Léa sur Tonnerre, l'étalon étant équipé d'un surfait spécial avec poignée que Camille avait apporté. Laurent marchait à côté du cheval, tenant une longe de sécurité, tandis que Camille guidait la séance. Les parents de Léa regardaient, émus, leur fille accomplir des exercices qu'elle n'aurait jamais pu faire au sol. Sur le dos de Tonnerre, elle semblait transformée, plus confiante, plus libre, rayonnante de joie. « Équitation thérapeutique, » expliquait Camille au groupe, permet de travailler sur de nombreux aspects. Équilibre, la coordination, le tonus musculaire, mais aussi la confiance en soi,
la communication, la gestion des émotions. Henri observait attentivement les réactions des investisseurs. Jean-Philippe Moreau et Alain Dupré échangèrent des regards sceptiques, mais il était clair que Diane Lefebvre était touchée. Quant à Marguerite Berthier, la paysagiste, elle prenait des notes, visiblement intéressée par le concept. Maintenant, Léa, dit Camille, essaie de toucher la queue de Tonnerre en te tournant doucement vers l'arrière. Léa s'exécuta, accomplissant avec application ce mouvement difficile qui nécessitait une rotation du tronc tout en maintenant son équilibre. Ses parents applaudirent spontanément lorsqu'elle réussit l'exercice. « C'est remarquable », murmura Marie, sa mère. « À la maison, ce simple mouvement lui est presque impossible. » « Le mouvement rythmique du cheval, » expliqua Camille, « reproduit la marche humaine et stimule les muscles profonds. Pour des enfants comme Léa, c'est une thérapie inestimable. » François, qui était resté silencieux jusque-là, s'approcha d'Henri. « C'est très touchant, ton petit spectacle, » chuchota-t-il avec une pointe de sarcasme. « Mais ne crois pas que cela va impressionner des hommes d'affaires comme Moreau et Dupré. Ils voient des chiffres, pas des bons sentiments. » Henri ne répondit pas immédiatement, observant Tonnerre qui, avec une patience infinie, suivait les instructions de Laurent, adaptant son pas aux besoins de la petite fille. « Tu te trompes, François, » dit-il finalement. « Ce n'est pas un spectacle. C'est l'avenir de ce domaine. » Après une vingtaine de minutes d'exercice, Camille annonça la fin de la séance. Laurent aida Léa à descendre de Tonnerre, et la petite fille, les jambes tremblantes mais le visage radieux, courut aussi vite que ses attelles le lui permettaient vers ses parents. « Maman, papa, vous avez vu, j'ai réussi tous les exercices. »« Tu étais formidable, ma chérie », la félicita son père, la soulevant dans ses bras. Henri s'approcha de Tonnerre et caressa son encolure. « Bon travail, mon grand », murmura-t-il, récompensant elle les talons avec un morceau de pomme qu'il avait dans sa poche. Camille rejoignit le groupe d'investisseurs. « Ce que vous venez de voir, » dit-elle avec assurance, « n'est qu'un aperçu des possibilités de l'équithérapie. Notre projet pour le domaine Beaumont est de créer un centre d'excellence qui accueillerait des personnes de tous âges, souffrant de handicaps physiques ou mentaux, de troubles du comportement, de stress post-traumatique. » « Et la viabilité économique de ce projet ?» interrompit Jean-Philippe Moreau, ajustant ses lunettes avec un air dubitatif. Henri s'avança, prenant le relais. « Si vous voulez bien me suivre à la maison, j'ai préparé une présentation détaillée du plan d'affaires. » Le groupe se dirigea vers la demeure principale, Léa et ses parents restant à elle écurie avec Laurent pour s'occuper de Tonnerre. En chemin, Diane Lefebvre se rapprocha d'Henri. « C'était vraiment impressionnant, » dit-elle sincèrement. « Ma nièce souffre d'autisme et j'ai entendu parler des bienfaits de l'équithérapie, mais je n'avais jamais vu une session en personne. C'est un domaine encore méconnu en France, » expliqua Henri, mais qui se développe rapidement. Ma femme, Élise, était convaincue de son potentiel. « Était ?» releva doucement Diane. « Elle est décédée il y a 3 ans, » répondit Henri, surpris de constater que la douleur, toujours présente, semblait moins écrasante qu'auparavant. C était son rêve de transformer notre haras en centre d'équithérapie. Dans le grand salon, Mathilde avait préparé un buffet léger et disposé des dossiers sur la table de conférence. Henri invita tout le monde à s'installer, puis commença sa présentation, soutenu par Camille, qui intervenait pour apporter des précisions techniques. Le plan qu'il présentait était ambitieux, mais réaliste. Un centre d'équithérapie accueillant différents publics, complété par une activité traditionnelle d'élevage et de pension pour chevaux de compétition. Le domaine pourrait également proposer des formations professionnelles et accueillir des chercheurs étudiant les effets thérapeutiques de la relation homme-cheval. Les chiffres sont là, conclut Henri, montrant un tableau financier élaboré avec l'aide de Camille. Avec les subventions disponibles,
les partenariats avec des établissements médicaux et les revenus générés par les activités annexes, le centre peut atteindre le équilibre financier en 3 ans. Un silence suivit cette présentation. Jean-Philippe Moreau fut le premier à prendre la parole, s'adressant directement à François. « Pourquoi ne nous aviez-vous pas mentionné ce projet concurrent ?» François, mal à l'aise, éclaircit la gorge. « Je n'étais pas au courant de son avancement. Mon frère a toujours eu tendance à se laisser guider par ses émotions plutôt que par la raison. » Et pourtant, intervint Marguerite Berthier, la paysagiste, son plan semble parfaitement raisonné. J'ajouterais même qu'il préserve l'âme de ce domaine, contrairement à un complexe hôtelier qui nécessiterait des transformations radicales. François lança un regard noir à Marguerite, qui était censée soutenir son projet. « Messieurs, dit-il en se tournant vers Moreau et Dupré, ne nous laissons pas distraire. Notre projet de complexe hôtelier offre un retour sur investissement bien plus important et rapide. Peut-être, admit Alain Dupré, mais le projet de votre frère présente d'autres avantages. Image positive, impact social, préservation du patrimoine, des éléments de plus en plus valorisés par nos clients. » La discussion se poursuivit, de plus en plus animée. Henri, qui s'était attendu à une opposition unanime, fut surpris de constater que 2 des 4 investisseurs semblaient sérieusement intéressés par son projet. François, lui, devenait visiblement nerveux, voyant son plan soigneusement élaboré menacé. Pendant une pause où Mathilde resservait du café, François entraîna Henri dans un coin du salon. « Qu'est-ce que tu cherches à prouver ?» siffla-t-il entre ses dents. « Tu sais très bien que tu n'as pas les moyens de financer ce projet sans vendre une partie du domaine. J'ai des options que tu ignores, répondit calmement Henri. Ah oui, lesquelles? Tu vas hypothéquer la maison? Vendre les derniers chevaux? Ou peut-être comptes-tu sur l'aide de ta nouvelle amie? » François jeta un regard méprisant vers Camille, qui discutait avec Diane Lefebvre. Henri sentit la colère monter en lui, mais avant qu'il puisse répondre, Jean-Philippe Moreau les interrompit. « Messieurs Beaumont, puis-je vous suggérer une solution qui pourrait satisfaire tout le monde ?» Les 2 frères se tournèrent vers lui, surpris. « Je suis intrigué par les 2 projets, » continua Moreau, « et je me demande s'ils ne pourraient pas coexister d'une certaine manière. »« Coexister » répéta François, incrédule. « Là comment ? Le domaine est vaste, » expliqua Moreau. La partie nord, avec les écuries et les pâturages, pourrait être dédiée au centre de équithérapie. La partie sud, plus proche du village, pourrait accueillir un établissement hôtelier plus modeste que prévu initialement, mais qui bénéficierait de la proximité avec le centre pour proposer des activités uniques à ses clients. Un silence suivit cette proposition. Henri réfléchissait intensément. L'idée N n'était pas dénuée de sens, mais elle signifierait néanmoins céder une partie du domaine à des intérêts commerciaux, quelque chose qu'Élise avait toujours refusé. François, quant à lui, semblait calculer rapidement les implications financières de ce compromis. « Ce serait envisageable, » dit-il finalement, « mais il faudrait redéfinir les investissements et les parts de chacun. » « Bien sûr, » acquiesça Moreau. « Mais nous pourrions organiser une réunion plus formelle la semaine prochaine pour discuter des détails. En attendant, je suggère que vous, messieurs Beaumont, preniez le temps de réfléchir à cette possibilité. » Henri acquiesça poliment, mais son esprit était déjà ailleurs. À travers la fenêtre du salon, il pouvait voir l'écurie où Laurent et les parents de Léa s'occupaient toujours de Tonnerre. La petite fille, assise sur un ballot de paille, semblait raconter une histoire à l'étalon qui l'écoutait attentivement, ses oreilles pointées vers elle. Cette image, plus que tous les arguments financiers ou émotionnels, confirmait à Henri qu'il avait pris la bonne décision. Quelles que soient les complications à venir, le haras Beaumont retrouverait sa vocation première, être un lieu où hommes et chevaux s'aidaient mutuellement à guérir. Après le départ des investisseurs et de François, un calme étrange s'abattit sur le domaine Beaumont.
Henri resta sur le perron jusqu'à ce que la dernière voiture disparaisse au bout de l'allée, puis poussa un long soupir, mi-soulagement, mi-appréhension. « Ça s'est mieux passé que je ne l'espérais », commenta Camille, qui l'avait rejoint silencieusement. Henri se tourna vers elle, un sourire fatigué aux lèvres. « Grâce à vous. Sans votre expertise et votre présence, je n'aurais jamais pu les convaincre de considérer mon projet. Ne vous sous-estimez pas, répondit Camille. Votre passion était palpable. C'est elle qui a touché Diane et Marguerite, bien plus que mes arguments techniques. Ils rentrèrent dans la maison où Mathilde s'affairait déjà à ranger les vestiges de la réception. Henri lui fit signe de laisser cela pour plus tard et l'invita à se joindre à eux pour un verre, à la renaissance du haras Beaumont, proposa-t-il en levant son verre de cognac. À Élise, ajouta doucement Mathilde, surprenant Henri par cette initiative inhabituelle. À Élise, répéta-t-il, la gorge serrée. Ils burent en silence, chacun perdu dans ses pensées. Henri réalisait à quel point cette journée avait été un tournant, pas seulement pour le domaine, mais pour lui-même. Pour la première fois depuis 3 ans, il avait agi en fonction de l'avenir, plutôt que de rester prisonnier du passé. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda finalement Mathilde. Henri reposa son verre. « La proposition de Moreau est intéressante, mais je ne suis pas encore convaincu. L'idée de céder une partie du domaine, même pour financer le centre des équithérapies, vous avez encore quelques jours pour réfléchir, rappela Camille. Et d'autres options existent, peut-être. À ce moment, Laurent entra dans le salon, ayant raccompagné Léa et ses parents. Comment va Tonnerre s'enquit immédiatement Henri. Laurent sourit. Parfaitement bien. En fait, je ne l'ai jamais vu aussi vivant depuis la mort de Élise. Il a adoré travailler avec Léa. Cette petite est extraordinaire, confirma Camille. Ses parents m'ont demandé si d'autres séances seraient possibles à l'avenir. Henri hocha la tête, pensif. C'est justement ce que je voudrais offrir ici, un lieu où des enfants comme Léa pourraient venir régulièrement, progresser, s'épanouir. Mais le compromis proposé par Moreau signifierait sacrifier une partie de la vision d'Élise. Un silence pensif s'installa. Puis Mathilde, qui servait rarement son opinion, prit la parole. « Si je peux me permettre, monsieur, dit-elle avec hésitation, je crois que Madame Élise valorisait avant tout la vie que ce domaine pouvait abriter. Les chevaux, bien sûr, mais aussi les personnes qui venaient ici. Elle me disait souvent que la beauté de Beaumont n'avait de sens que si elle était partagée. Cette remarque toucha Henri profondément. Mathilde avait raison. Élise n'avait jamais considéré le domaine comme un sanctuaire fermé, mais comme un lieu d'échange et de vie. « Je vais réfléchir à tout cela », conclut-il. « Mais pour l'instant, j'aimerais retourner voir Tonnerre. » Laurent et Camille décidèrent de l'accompagner, tandis que Mathilde resta pour finir de ranger. En traversant le jardin vers les écuries, Henri remarqua que Camille observait attentivement les environs. « Vous admirez le paysage ?» demanda-t-il. « J'imagine les possibilités », répondit-elle avec enthousiasme. Cette zone près de l'étang serait parfaite pour un parcours sensoriel, différentes textures au sol, des plantes aromatiques, des éléments sonores, idéal pour les enfants autistes. Et ce petit bois pourrait accueillir des séances de sylvothérapie en complément de l'équithérapie. Henri fut frappé par la façon dont elle voyait son domaine, non pas comme un vestige du passé à préserver, mais comme un espace vivant, en évolution, au service du bien-être d'autrui. « Vous avez une vision remarquable », dit-il sincèrement. Camille sourit, un peu gênée par ce compliment. « C'est mon métier de voir le potentiel thérapeutique des lieux. Mais celui-ci est vraiment exceptionnel. » En arrivant à l'écurie, ils trouvèrent Tonnerre paisiblement installé dans son box, semblant plus serein que d'habitude. Henri s'approcha et caressa son museau. « Il semble transformé, » remarqua Laurent. « Cette journée lui a fait du bien, à vous aussi, j'ai l'impression. » Henri acquiesça. « Je me sens différent. »
Comme si je même été reconnecté à quelque chose que j'avais perdu. Un hennissement soudain les fit sursauter. Mais ce N était pas Tonnerre. Le son venait de l'extérieur. Henri sortit rapidement de l'écurie, suivi par Laurent et Camille. Dans le pré adjacent, un cheval BS était approché de la clôture et observait les humains avec curiosité. « Sultan !» s'exclama Henri, reconnaissant l'un des derniers chevaux que Élise avait entraîné avant sa mort. « Je croyais qu'il avait été vendu avec les autres. » Laurent secoua la tête. « Non, pas lui. Son propriétaire, le comte de Breuil, a insisté pour le laisser ici, malgré la fermeture du haras. Il disait qu'Élise était la seule à comprendre ce cheval. J'ai continué à m'en occuper discrètement. » Henri s'approcha lentement de Sultan, qui tendait son encolure par-dessus la barrière. Ce magnifique pur-sang arabe avait été l'un des projets les plus ambitieux d'Élise. Un cheval au talent exceptionnel, mais au caractère difficile qu'elle avait patiemment rééduqué. « Il vous reconnaît ?» observa Camille, voyant Sultan pousser doucement l'épaule d'Henri avec son museau. « J'en doute, » répondit Henri, caressant néanmoins l'encolure du cheval. « Où je l'ai à peine approché, quand Élise travaillait avec lui. Les chevaux ont une mémoire remarquable, » affirma Camille. « Et parfois, ils perçoivent en nous des choses dont nous-mêmes ne sommes pas conscients. » Cette remarque résonna étrangement en Henri. Il observa Sultan, se demandant ce que le cheval voyait en lui, l'homme brisé qu'il avait été ces 3 dernières années, ou celui qu'il essayait de redevenir. Le comte de Breuil serait certainement ravi d'apprendre que le haras pourrait rouvrir, suggéra Laurent. Il a toujours espéré que Sultan pourrait un jour reprendre l'entraînement. Peut-être, concéda Henri, mais mes compétences équestres sont loin d'égaler celles de Élise. Vous pourriez engager un entraîneur, proposa Camille. Combiner, elle, équithérapie avec une activité plus traditionnelle d'entraînement et d'élevage pourrait être un excellent modèle économique. Henri réfléchit à cette idée. La présence inattendue de Sultan semblait être un signe, une continuité qu'il n'avait pas anticipée. Si un cheval avait attendu, fidèle à la mémoire de Élise, peut-être d'autres propriétaires seraient-ils intéressés par le retour du haras Beaumont sur la scène équestre. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Mathilde, qui se hâtait vers eux, l'air préoccupé. « Monsieur Henri, dit-elle essoufflée, un appel urgent de Monsieur François. Il insiste pour vous parler immédiatement. » Henri fronça les sourcils. Son frère n'avait pas l'habitude d'insister ainsi après une confrontation. Généralement, il préférait laisser passer quelques jours avant de reprendre contact. « Je viens, » dit-il en se tournant vers Laurent et Camille. « Excusez-moi un moment. » De retour à la maison, Henri prit l'appel dans le bureau de son père. La voix de François semblait étrangement tendue. « Henri, je viens d'avoir une longue discussion avec Moreau, » annonça-t-il sans préambule. « Il est prêt à investir dans ton projet d'équithérapie, mais à une condition. »« Laquelle ?» demanda Henri, immédiatement méfiant. « Il veut une décision d'ici lundi, et il exige que la partie sud du domaine soit vendue, pas simplement utilisée pour le complexe hôtelier. Une vente ferme et définitive. » Henri sentit un poids s'installer dans sa poitrine. Ce N n'était pas ce qui avait été discuté cet après-midi. « Les choses évoluent », répliqua François d'un ton qui suggérait qu'il n'était pas totalement honnête. « Moreau a d'autres opportunités d'investissement qui se profilent. »« C'est maintenant ou jamais, Henri, et si je refuse ?» Il y eut un silence lourd à l'autre bout de la ligne, puis François reprit, sa voix soudain dure. « Dans ce cas, j'exercerai mes droits en tant que cohéritier du domaine. Je te rappelle que Père a spécifié dans son testament que si nous ne parvenions pas à un accord sur la gestion du domaine, celui-ci devait être vendu et le produit partagé entre nous. » Henri se figea. Cette clause du testament de leur père avait été conçue pour éviter que l'un des frères ne bloque indéfiniment toute évolution du domaine. Jusqu'à présent, malgré leur désaccord, François n'avait jamais menacé d'y recourir. « Tu n'oserais pas, » murmura Henri,
Je n'ai pas le choix, répondit François, une pointe de regret perçant dans sa voix. Les affaires sont les affaires, Henri. Je t'ai laissé 3 ans pour faire ton deuil, mais il est temps d'avancer. Lundi, 15 heures, mon bureau à Paris. Sois-y avec ta décision. Avant qu'Henri puisse répondre, François avait raccroché, le laissant face à un dilemme plus déchirant que jamais. Henri resta longtemps immobile après le coup de téléphone de François, fixant le portrait de son père accroché au-dessus de la cheminée. Auguste Beaumont avait été un homme dur mais juste, qui avait transformé le modeste domaine familial en une référence de élevage équin français. Cette clause du testament, l'obligation de vendre en cas de désaccord persistant entre les frères, était typique de sa philosophie. Un Beaumont ne bloque jamais le progrès par sentimentalisme. Mais qu'aurait-il pensé de la situation actuelle? Aurait-il approuvé le projet d'Henri ou la vision commerciale de François? Monsieur, la voix douce de Mathilde le tira de ses réflexions. Madame Dufresne et le docteur Mercier s'inquiètent. Souhaitez-vous les rejoindre ou préférez-vous être seul? Henri se passa une main sur le visage. Dites-leur que j'arrive dans un moment, Mathilde. Et pourriez-vous nous préparer du thé? J'ai besoin de discuter de quelque chose d'important avec eux. Une fois seul à nouveau, Henri ouvrit le tiroir secret du bureau où il conservait les objets les plus personnels de Élise. Il en sortit un petit carnet relié de cuir bleu. Le journal où elle consignait ses idées pour le Hara. Il l'ouvrit à une page marquée d'un ruban où elle avait esquissé sa vision d'un centre d'équithérapie. Ses notes, précises et passionnées, détaillaient les bénéfices pour les patients, mais aussi pour les chevaux eux-mêmes. Les chevaux guérissent autant que les humains dans cette relation, avait-elle écrit. Chaque animal a sa propre histoire, ses propres blessures. En aidant les autres, ils trouvent aussi leur voie vers la guérison. Ces mots résonnaient différemment aujourd'hui. Henri comprenait enfin ce qu'Élise avait voulu dire. Il l'avait vu dans les yeux de Tonnerre, quand l'étalon S était connecté avec la petite Léa. Il referma le carnet et le rangea soigneusement. Sa décision n'était pas encore prise, mais il sentait qu'il s'en rapprochait. Dans le petit salon, Laurent et Camille l'attendaient, discutant à voix basse. Ils se turent à son entrée, leurs visages reflétant leur inquiétude. « Mauvaise nouvelle ?» demanda directement Laurent. Henri s'assit lourdement dans un fauteuil. « François me met au pied du mur. Soit j'accepte de vendre la partie sud du domaine à Moreau pour financer le centre d'équithérapie, soit il invoque une clause du testament de notre père qui nous obligerait à vendre l'intégralité du domaine. Peut-il vraiment faire ça? Est-ce » étonna Camille. « Malheureusement, oui, confirma Henri. Mon père avait prévu cette disposition pour éviter que l'un de nous ne bloque toute évolution par sentimentalisme. Le mot lui semblait soudain lourd de sens. Il faut que je donne ma réponse lundi. Laurent émit un sifflement bas. Ça ne te laisse pas beaucoup de temps pour réfléchir. Quelles sont vos options, concrètement? Demanda Camille, pragmatique. Henri se leva et se mit à faire les 100 pas. Je pourrais accepter la proposition de Moreau et vendre la partie sud. Cela me donnerait les fonds nécessaires pour développer le centre d'équithérapie, ici, dans la partie nord. Ou je pourrais refuser et risquer de tout perdre si François va au bout de sa menace. Y a-t-il une troisième option? Questionna Camille. Pourriez-vous financer le projet autrement? Henri secoua la tête. J'ai passé la matinée à examiner les comptes. Le domaine est lourdement endetté depuis l'arrêt des activités du Hara. Les réserves sont presque épuisées. Il hésita avant d'ajouter « Je pourrais vendre quelques tableaux de famille, peut-être les bijoux de Élise, mais cela ne suffirait pas. » Un silence pesant s'installa, rompu seulement par le tintement des tasses que Mathilde disposait sur la table basse. « Si je puis me permettre, » dit soudain la gouvernante, surprenant tout le monde, « il y a peut-être une autre possibilité. » Henri se tourna vers elle, intrigué. En 25 ans de service, Mathilde S. était rarement mêlée des affaires de la famille. Madame Élise, continua-t-elle avec hésitation,
avait commencé à constituer un réseau avant l'accident. Des médecins, des thérapeutes, des institutions qui s'intéressaient à son projet. J'ai gardé la liste de ses contacts. Certains étaient très influents. « Mathilde », s'exclama Henri, abasourdi. « Pourquoi ne m'en avoir jamais parlé ?» La gouvernante baissa les yeux. « Vous étiez si absent, monsieur, si perdu dans votre chagrin. Je n'ai pas osé. » Henri sentit une vague de gratitude mêlée de remords. Pendant qu'il se murait dans sa douleur, Mathilde avait silencieusement préservé non seulement le souvenir de Élise, mais aussi ses projets. « Puis-je voir cette liste ?» Mathilde acquiesça et quitta rapidement la pièce, revenant quelques minutes plus tard avec un dossier soigneusement rangé. Henri l'ouvrit avec émotion, reconnaissant, l'écriture élégante de sa femme. Des dizaines de noms y figuraient, accompagnés de notes détaillées sur leurs intérêts potentiels dans le projet. Certains de ces noms sont impressionnants, remarqua Laurent en parcourant la liste par-dessus l'aile épaule d'Henri. Le docteur Rousseau est l'un des plus grands spécialistes français en réadaptation neurologique. Et là, le professeur Lefebvre, il dirige l'Institut national d'équithérapie. Camille, qui s'était approchée à son tour, désigna un autre nom. Christine Dumas est une philanthrope connue pour son soutien aux projets médico-sociaux innovants. J'ai travaillé avec elle sur un projet similaire à Lyon. L'espoir commençait à renaître en Henri. Pensez-vous qu'il serait possible de les contacter, de leur présenter le projet actualisé ? Certainement, affirma Camille. Mais constituer un tel réseau de soutien prend du temps, bien plus que le délai imposé par votre frère. À moins que... commença Laurent, pensif. À moins que quoi, pressa Henri. À moins que nous ne les invitions tous ici, demain, proposa le vétérinaire. Une sorte de réunion d'urgence, où tu présenterais ta vision avec l'aide de Camille. Nous pourrions même organiser une autre démonstration avec Léa et Tonnerre. C'est complètement fou, murmura Henri. Ils ne viendront jamais avec si peu de préavis. Pas si l'invitation vient du domaine Beaumont, intervint Mathilde. Ce nom a encore du poids. Et s'ils savaient que c'est pour poursuivre le projet de Madame Élise? Henri regarda tour à tour ses trois alliés, sentant un étrange mélange d'espoir et d'appréhension l'envahir. Vous croyez vraiment que ça pourrait marcher? Ça vaut la peine d'essayer, affirma Camille avec conviction. Le pire qui puisse arriver est que nous nous retrouvions au même point lundi. La décision fut prise. Pendant les heures qui suivirent, ils travaillèrent d'arrache-pied. Mathilde contactant les personnes de la liste d'Élise, Laurent organisant la logistique avec les parents de Léa qui acceptèrent immédiatement de revenir et Camille aidant Henri à peaufiner sa présentation. À leur grande surprise, la plupart des contacts répondirent positivement. Le nom d'Élise Beaumont semblait ouvrir des portes qu'Henri n'aurait jamais imaginées. Où elle avait commencé ce travail bien avant de m'en parler, réalisa-t-il avec émotion. Elle préparait tout cela dans l'ombre. Vers minuit, épuisés mais galvanisés par les progrès accomplis, ils décidèrent enfin de se reposer. Camille accepta l'invitation à rester dans l'une des chambres d'amis, tandis que Laurent rentra chez lui avec la promesse de revenir à l'aube. Incapable de trouver le sommeil malgré la fatigue, Henri décida de faire une dernière visite à l'écurie. La nuit était claire, un croissant de lune illuminant suffisamment le chemin pour qu'il puisse se passer de lampes. L'écurie était silencieuse, imprégnée de cette paix particulière qui règne la nuit parmi les chevaux. Henri s'approcha doucement du box de Tonnerre. L'étalon ne dormait pas. Il tourna immédiatement la tête vers Henri, ses yeux luisants dans la pénombre. « Mais toi non plus, tu n'arrives pas à dormir ?» murmura Henri, caressant le museau velouté. Tonnerre poussa un léger hennissement, comme pour acquiescer. Henri ouvrit la porte du box et entra, s'asseyant sur une botte de paille. Tonnerre s'approcha et posa sa tête sur l'épaule d'Henri, dans un geste d'une tendresse surprenante. « Tu sais, dit doucement Henri, pendant 3 ans, j'ai cru que te voir me rappellerait seulement ce que j'avais perdu. Mais maintenant,
je comprends que tu es aussi ce qui me reste d'elle, non pas comme une relique douloureuse, mais comme un héritage vivant. » Il resta ainsi un long moment, parlant à voix basse à l'étalon, comme Élise l'avait si souvent fait. Il lui confia ses espoirs pour le centre de équithérapie, ses craintes face à l'ultimatum de François, sa détermination nouvelle à honorer la mémoire de Élise, non pas en s'isolant, mais en partageant sa passion. « Qu'en penses-tu » demanda-t-il finalement, se sentant un peu ridicule de solliciter l'avis d'un cheval. Tonnerre secoua sa crinière, puis se dirigea vers le fond du box. Il gratta le sol de son sabot, attirant l'attention d'Henri sur quelque chose de partiellement enfoui dans la paille. Intrigué, Henri s'approcha et dégagea l'objet. C était une petite boîte métallique, légèrement rouillée mais intacte. Il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une lettre protégée par un sachet plastique et une clé USB. L, écriture sur l'enveloppe, était celle d'Élise. Pour Henri, quand il sera prêt à continuer, le cœur battant, Henri ouvrit la lettre et commença à lire les derniers mots que sa femme lui avait laissés, ignorant les larmes qui coulaient librement sur ses joues. Lorsqu'il quitta l'écurie 1 heure plus tard, sa décision était prise, non pas par désespoir ou par résignation, mais avec une clarté et une détermination qu'il n'avait pas ressenties depuis des années. Le dimanche matin, le domaine Beaumont-S éveilla dans une effervescence inhabituelle. Dès l'aube, des voitures commencèrent à remonter l'allée principale, amenant les personnes contactées la veille. Mathilde, aidée de 2 anciennes employées qu'elle avait rappelées pour l'occasion, s'affairait à préparer café et viennoiseries pour les invités. Henri, qui n'avait dormi que quelques heures, se tenait dans le grand salon transformé en salle de conférence improvisée. La lettre d'Élise, soigneusement repliée, reposait dans la poche intérieure de sa veste comme un talisman. « Nerveux » demanda Camille en s'approchant, élégante dans un tailleur marine. « Étrangement, non » répondit Henri. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression d'être exactement là où je dois être, à faire exactement ce que je dois faire. Camille sourit, semblant comprendre ce changement profond. J'ai consulté les documents sur la clé USB que vous avez trouvée. Élise avait vraiment tout prévu, jusqu'au moindre détail. Henri acquiesça, encore stupéfait par ce qu'il avait découvert la nuit précédente. La clé USB contenait non seulement un business plan complet pour le centre d'équithérapie, mais aussi des lettres de soutien préliminaires de plusieurs institutions, des demandes de subventions partiellement rédigées et même les plans architecturaux pour la conversion des installations. Mais C était la lettre qui l'avait le plus bouleversé. Élise semblait avoir pressenti que quelque chose pourrait lui arriver et avait voulu s'assurer que sa vision ne mourrait pas avec elle. « Mon amour, avait-elle écrit, si tu lis ceci, c'est que j'ai eu raison de préparer ce plan de secours. Je ne sais pas quelles circonstances t'ont conduit à trouver cette lettre, mais je sais une chose, tu as toujours été plus fort que tu ne le croyais. Ne laisse pas notre rêve mourir. Ce centre peut apporter tant de bien, tant de guérison, pas seulement aux autres, mais à toi aussi, si tu en as besoin un jour. N'aie pas peur d'avancer sans moi. Je serai toujours là, dans chaque recoin de ce domaine, dans chaque hennissement de tonnerre, dans chaque sourire d'enfant que notre travail pourra faire naître. » Ces mots avaient agi comme un baume sur son âme meurtrie, lui donnant la force d'affronter cette journée décisive. Les invités arrivèrent progressivement, médecins, thérapeutes, directeurs d'institutions, philanthropes. Certains avaient connu Élise personnellement, d'autres connaissaient simplement sa réputation ou avaient été intrigués par cette convocation urgente. Henri les accueillit tous avec une assurance tranquille qui surprit même Laurent. À 10 heures précises, Henri prit la parole devant l'assemblée d'une vingtaine de personnes. « Merci à tous d'être venus si rapidement, » commença-t-il. « Votre présence témoigne de l'impact que Élise avait sur chacun d'entre vous. Aujourd'hui,
je vous ai réunis pour vous présenter un projet qui lui tenait profondément à cœur et qui, je l'espère, trouvera un écho en vous. » Pendant l'heure qui suivit, Henri et Camille exposèrent leur vision pour le centre de équithérapie du domaine Beaumont. Ils présentèrent des projections financières, des plans d'aménagement, des programmes thérapeutiques potentiels. Henri parlait avec une passion et une clarté qui captivaient son auditoire. « Ce que nous proposons, conclut-il, n'est pas simplement un centre de soins, mais un lieu de vie et d'espoir. Un endroit où chevaux et humains pourront se guérir mutuellement. » Un silence respectueux suivit ces derniers mots. Puis, le professeur Lefebvre, de l'Institut national des équithérapies, prit la parole. « Monsieur Beaumont, votre présentation est convaincante, mais permettez-moi d'être direct. Un tel projet nécessite des fonds considérables. Quelle est votre situation financière actuelle ?» Henri prit une profonde inspiration. C'était le moment critique. « Notre situation est délicate, » admit-il honnêtement. « Le domaine est endetté suite à l'arrêt des activités ces dernières années. Mon frère souhaite vendre une partie importante du terrain pour un projet hôtelier, ce qui financerait le centre mais compromettrait son intégrité. J'ai jusqu'à demain pour prendre une décision. » Des murmures inquiets parcoururent l'assemblée. Christine Dumas, la philanthrope mentionnée par Camille, se leva alors. « Pourquoi ne pas créer une fondation ?» proposa-t-elle. « Une structure qui garantirait la pérennité du projet tout en permettant différentes sources de financement. »« Une fondation Élise Beaumont », approuva le docteur Rousseau. « Je connais plusieurs de mes collègues qui seraient prêts à s'y associer. » L'idée fit rapidement son chemin, suscitant un enthousiasme croissant. Henri écoutait, stupéfait par cette solution qu'il n'avait pas envisagée. « Ce serait possible juridiquement », confirma un avocat présent dans l'assemblée. « Vous pourriez transférer la propriété du domaine à la fondation tout en restant le gestionnaire principal, et cela protégerait le domaine de toute tentative de vente forcée », ajouta un autre invité. L'espoir grandissait en Henri à mesure que la discussion avançait. Mais une question cruciale demeurait. « Tout cela est très encourageant, » dit-il, « mais la création d'une telle fondation prendrait du temps, et j'ai besoin d'une solution immédiate face à l'ultimatum de mon frère. » Christine Dumas échangea un regard avec le professeur Lefebvre, puis se tourna vers Henri. « Que diriez-vous d'une lettre d'intention signée par tous les présents ? Un engagement moral et financier qui vous permettrait de tenir tête à votre frère jusqu'à la création officielle de la fondation ?» Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. En moins d'une heure, un document fut rédigé détaillant les engagements préliminaires des différents participants. Mais le moment le plus marquant de la journée vint après cette réunion, lorsque Laurent et les parents de Léa organisèrent une nouvelle séance de démonstration avec Tonnerre. Cette fois, 3 autres enfants handicapés des environs avaient été invités à participer. Henri observait, ému, les transformations qui s'opéraient sous ses yeux. Les enfants, d'abord intimidés par la taille de Tonnerre, s'ouvraient progressivement, encouragés par Camille et par l'attitude exceptionnellement douce de Elle et Talon. Les parents, au bord des larmes, photographiaient leurs enfants, réalisant des mouvements qu'ils n'auraient jamais cru possibles. « C'est extraordinaire », murmura le docteur Rousseau à Henri. « Votre cheval a un don naturel pour ce travail. Et ces installations, malgré leur état actuel, ont un potentiel remarquable. » À la fin de la journée, alors que les derniers invités quittèrent le domaine, Henri se retrouva seul avec Camille, Laurent et Mathilde dans le salon. Sur la table basse reposait le document signé par tous les participants. Un engagement moral et financier qui représentait déjà près d'1 million d'euros de promesses de dons. « Nous l'avons fait », dit doucement Laurent, presque incrédule. « Non », corrigea Henri, « Élise l'a fait. Elle avait semé toutes ses graines bien avant de nous quitter. Nous n'avons fait que les arroser. » Cette nuit-là, Henri dormit d'un sommeil profond et sans rêve pour la première fois depuis 3 ans.
La lettre D. Élise reposait sur sa table de nuit comme une présence bienveillante veillant sur lui. Lundi, à 15 heures précises, Henri franchit les portes de l'imposant immeuble parisien où François avait ses bureaux. Son frère l'attendait, accompagné de Jean-Philippe Moreau, l'investisseur principal du projet hôtelier. « Henri !» l'accueillit François avec une cordialité forcée. « J'espère que tu as pris la bonne décision. »« J'ai pris ma décision », répondit calmement Henri. Il sortit de sa serviette le document signé la veille et le posa sur le bureau de son frère. « Je ne vendrai pas le domaine Beaumont, ni en totalité, ni en partie. » François pâlit visiblement, tandis que Moreau se penchait avec intérêt sur le document. « Tu ne peux pas faire ça, » protesta François. « Le testament de père est clair, si nous ne parvenons pas à un accord. »« Je connais les termes du testament, » l'interrompit Henri. « Mais il y a quelque chose que tu ignores, François. Hier, j'ai réuni au domaine des personnes qui étaient prêtes à soutenir le projet D. Élise. Ensemble, nous avons décidé de créer la fondation Élise Beaumont pour l'équithérapie. Et j'ai l'intention de faire don du domaine à cette fondation. »« Tu n'as pas le droit, » s'écria François, bondissant de son fauteuil. « En fait, si, » intervint Moreau, qui avait fini de parcourir le document. « Ces signatures sont impressionnantes. Le professeur Lefebvre, le docteur Rousseau, Christine Dumas, ce sont des personnes d'influence considérable. » Il se tourna vers François. « Je pense que nous devrions reconsidérer notre approche. »« Que voulez-vous dire ?» demanda François, déstabilisé. « Je veux dire, » expliqua Moreau, « que s'associer à un projet de cette envergure avec de tels parrains pourrait être plus intéressant qu'un simple complexe hôtelier. Un partenariat, peut-être? Un hôtel de charme plus modeste, qui accueillerait les familles venant au centre de équithérapie et qui pourrait bénéficier de l'image positive du projet. » Henri observa son frère, dont le visage passait par toutes sortes d'émotions, colère, confusion, puis, finalement, une forme de résignation calculatrice. « Un partenariat », répéta lentement François, « avec des bénéfices partagés. »« Exactement », confirma Moreau. « Messieurs Beaumont, je pense que nous avons tous intérêt à collaborer plutôt qu'à nous affronter. » 3 heures plus tard, après d'intenses négociations, un accord préliminaire était trouvé. Le domaine Beaumont serait effectivement transféré à la future fondation, qui louerait une parcelle à la société de Moreau pour un hôtel-boutique de 30 chambres, conçu pour s'intégrer harmonieusement au projet des équithérapies. François, contre toute attente, accepta de siéger au conseil d'administration de la fondation, apportant son expertise financière. Sur le chemin du retour vers le domaine, Henri passa un appel à Camille pour lui annoncer la nouvelle. « C'est merveilleux !» s'exclama-t-elle. « Je n'aurais jamais imaginé que votre frère accepterait un tel compromis. » « François a toujours su reconnaître une bonne affaire, » répondit Henri. « Et je crois qu'au fond, malgré nos différends, il respecte la mémoire d'Élise à sa manière. Quand commencerons-nous les travaux ? Dès que possible, affirma Henri. Les premiers dons devraient arriver cette semaine, et j'ai une surprise pour vous. Mais elle attendra votre retour au domaine. Épilogue, 1 an plus tard. Le soleil d'été baignait le domaine Beaumont d'une lumière dorée, faisant scintiller les nouveaux bâtiments aux toits d'ardoise. L'ancienne grange avait été transformée en un centre d'accueil moderne, tandis que les écuries rénovées accueillaient désormais 20 chevaux spécialement entraînés pour l'équithérapie. Dans la carrière principale, Camille dirigeait une séance avec un groupe d'anciens soldats souffrant de stress post-traumatique. Tonnerre, toujours majestueux malgré son âge avançant, travaillait avec le plus traumatisé d'entre eux, un jeune caporal qui avait perdu une jambe en opération. Henri les observait depuis la terrasse du centre, où il venait de terminer une réunion avec le conseil d'administration de la fondation. Les 6 premiers mois avaient été difficiles, mais maintenant, le centre Élise Beaumont était reconnu nationalement comme une référence en équithérapie. « Monsieur, »
appela Mathilde en s'approchant. « Votre frère est arrivé avec les nouveaux investisseurs. » Henri sourit. François S. était surpris lui-même en développant un intérêt sincère pour le projet. L'hôtel-boutique, construit dans un style qui s'harmonisait parfaitement avec le domaine, affichait complet presque toute l'année. « J'arrive tout de suite », répondit-il, accordant encore quelques instants à la contemplation de la scène devant lui. Le caporal venait de réussir un exercice particulièrement difficile avec Tonnerre. Son visage, d'habitude fermé et tendu, s'était ouvert dans un sourire spontané qui rappela intensément à Henri le rire de Léa lors de cette fameuse journée qui avait tout changé. Laurent, qui supervisait les soins vétérinaires du centre, vint le rejoindre sur la terrasse. « Regarde-les » dit-il en désignant Tonnerre et le jeune soldat. D'où qui aurait cru qu'un cheval et un homme, tous deux marqués par la vie, pourraient s'aider mutuellement à guérir? Élise l'aurait cru, répondit doucement Henri. Elle le savait depuis toujours. Son regard se porta vers le petit cimetière sur la colline, où la tombe d'Élise était désormais entourée d'un jardin de roses blanches. Chaque semaine, il s'y rendait avec un bouquet frais, non plus pour pleurer ce qu'il avait perdu, mais pour remercier ce qu'elle lui avait laissé. « Tu sais, dit-il à Laurent, il y a des jours où je sens sa présence partout ici, dans les hennissements des chevaux, dans les rires des enfants, dans la paix qui habite ce lieu. » Laurent posa une main sur son épaule. « Elle serait fière, Henri. Non seulement du centre, mais de toi. » Au loin, Tonnerre leva la tête et hennit doucement dans leur direction, comme pour approuver ses paroles. Henri sourit, pensant à ce sac noir qu'il avait failli jeter 1 an plus tôt. Comme la vie pouvait basculer sur un simple geste, sur un regard échangé avec un animal qui portait en lui plus de sagesse que bien des hommes. Il pensa à la lettre d'Élise, qu'il conservait maintenant dans un cadre dans son bureau, et aux derniers mots qu'elle lui avait adressés: « N'oublie jamais, mon amour, que parfois, ce sont ceux que nous aidons à guérir qui nous guérissent en retour. » Henri Beaumont, regardant son domaine vibrant de vie nouvelle, savait désormais à quel point ces mots étaient vrais. Le chagrin ne l'avait pas quitté, il ne le quitterait jamais complètement, mais il avait trouvé sa place, comme une pierre précieuse sertie dans l'or plus brillant de la gratitude et de l'espoir. En se dirigeant vers la réunion avec son frère et les investisseurs, Henri fit un léger détour pour passer près de la carrière. Il s'arrêta un instant pour caresser l'encolure de Tonnerre, qui s'était approché de la barrière. « Merci, mon grand », murmura-t-il à l'oreille du cheval. « Merci de m'avoir attendu. » Tonnerre secoua sa crinière et poussa doucement Henri de son museau, comme pour lui dire d'avancer. Le passé avait sa place, mais était vers l'avenir qu'il fallait maintenant se tourner, un avenir que Élise avait imaginé et qu'ensemble, ils avaient rendu possible.